Salut à toutes et à tous, vous regardez l'œil de Moumou sur le média qui grandit, qui innove avec une deuxième chaîne YouTube, le Média 24/7, à laquelle nous vous invitons à vous abonner d'ailleurs, une proposition un peu plus info chaude que la chaîne principale du média, avec également de nouveaux programmes, notamment la contre-matinale qui revient tous les matins du lundi au vendredi à 8h sur le Média 24/7, le journal des luttes tous les jours de lundi à vendredi à 13h, toujours sur le Média 24/7, au cœur de l'actu, notre émission du soir, et sur la chaîne principale, retrouvez nos chroniqueurs et journalistes habituels, ainsi que le récap, un bulletin d'infos concis et dense animé par Marion Lopez sur la chaîne Le Média TV. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi cher Fabrice. Alors on ne déroge pas à la règle et à la tradition de cette émission, on démarre avec les tops et les flops, mais avant cela, tu vas nous faire un petit préambule. Oui, alors le préambule, je rappelle que c'est l'endroit, la case en fait où on a du mal à caser des choses, ou alors on fait une espèce de correction de choses qui ont pu être pas précises dans les émissions précédentes. Et là, en l'occurrence, c'est quelque chose que je trouve assez problématique. C'est Tapiro. On en a déjà parlé ici, de ce fameux publicitaire qui est complètement parti en vrille, qui est sur les plateaux de télé, qui parle de tout et de n'importe quoi. En l'occurrence, là, il va parler de n'importe quoi. Il est connu pour deux choses. Alors, pour être présent sur les plateaux de télé, pour être toutologue, et aussi pour avoir été filmé un soir dans le bois de Boulogne, ivre-mort, avec prétendument sa compagne. Enfin, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait. Et puis, ils se sont excusés en disant qu'ils allaient récupérer leur voiture. Quand tu es ivre-mort, que tu vas récupérer ta voiture, il y a un petit problème quand même. Et qui est ouvertement, donc a créé, ou qu'a voulu créer, je ne sais pas si c'est vraiment existant et efficace, qui a voulu créer une milice, ouvertement, une milice de défense des Juifs de France. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est armé, pas armé. Enfin bref, c'est quelqu'un de très problématique. Et là, il va ouvrir une boîte de Pandore, un peu comme l'avait fait Sophia Aram. Vous vous rappelez, Sophia Aram on en avait parlé ici aussi. Elle avait humoriste qui ne fait rire personne. Voilà, qui fait rire le Printemps républicain et franc-tireur, et qui avait qualifié Émeric Caron, donc le député LFI, clairement de djihadiste, puisqu'elle l'avait appelé Abou Émeric al-Versailles, je crois. Et donc, l'avait comparé des djihadistes à des égorgeurs de Daesh, complètement incroyable, et donc il nous permet maintenant de l'appeler Sophia Boko Haram, par exemple. Et lui va faire la même chose, il va ouvrir une boîte de Pandore. Je vous laisse écouter, je vous en reparle juste après. Alors, on revient aussi très rapidement. On a 1 minute pour parler de cette polémique autour de la députée Caroline Yadan, accusée de racisme anti-musulman après ses propos tenus sur RMC. Écoutez, c'est quand même hallucinant de voir une députée qui est en plus en charge du projet de loi contre l'entrisme des frères musulmans dans le sport, et qui se fait mettre en balance avec un chroniqueur musulman qui s'estime blessé et accuse Caroline Yadan d'islamophobie. Donc, vous avez bien entendu, il parle d'un chroniqueur musulman, dont il ne sait absolument pas s'il est musulman, pas musulman, croyant, pas croyant. Simplement, c'est un musulman d'apparence, le fameux musulman d'apparence, et il va utiliser ce terme-là. Imaginez un quart de seconde qu'on utilise une autre appellation de religion contrôlée, qu'on parle ici aux médias, dans l'œil de Moumou, qu'on parle d'un chroniqueur juif pour présumer que ses propos vont être corrélés à sa religion présumée elle-même. C'est incroyable. Je veux dire, c'est d'une violence que je trouve tout à fait extraordinaire, et que ça n'a pas été relevé, évidemment, parce que c'est sur un média communautariste. Et je me pose la question de savoir jusqu'où ils vont aller dans ce pointage. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui me semble être je parle de boîte de Pandore, être une porte ouverte à présumer que, pardon, je réutilise ce mot, mais présumer que cette appellation-là, cette AOC, va être utilisée de plus en plus et qu'on va, avec un espèce de délit de faciès, estimer qu'il y a une parole franche, ouverte et véridique, et puis une parole de gens qui ont intérêt à manipuler l'information comme le font certains propagandistes. Suivez mon regard. Et surtout corréler le faciès, comme tu le disais, un type maghrébin ou arabe à une religion, le biais bien raciste qu'on voit derrière ce genre de déclaration. Absolument, ou même quelqu'un de type africain subsaharienne,
à rien, qui aurait un nom du type Youssoufa ou je ne sais quoi, et qui serait qualifié a priori de musulman. Et donc ça vient disqualifier le discours et le propos, alors qu'il a eu un propos que je trouve plutôt nourrissant. Voilà. Et alors, ce propos outrancier va donner naissance justement à une réflexion que je trouve intéressante, c'est celle de Wonderland Boog, et qui va répondre à cette affirmation douteuse. Il va dire, alors on va le regarder, alors on peut, point d'interrogation, on peut expliquer les positions de certains chroniqueurs par leur religion, c'est permis dorénavant. Alors évidemment, il le fait de manière, c'est du second degré, mais il pose la très bonne question, est-ce que c'est open bar désormais de pouvoir critiquer les gens en fonction de leur religion, je le redis, présumée. Alors j'aimerais également revenir sur la semaine dernière, le préambule de la semaine. Alors c'est un préambule de préambule, ça devient compliqué, mais on va y arriver. En fait, j'avais montré un montage, c'est ça, de Caisse de Grève, l'excellent Caisse de Grève que je reprends assez régulièrement ici. Et puis c'était un montage qui raillait mes éléments de langage à chaque fois, mes répétitions, voilà, mes tics de langage pour être très précis. Et c'était très drôle et je m'en étais amusé. Et malheureusement, j'étais pas peut-être assez précis sur le second degré, et donc je précise évidemment, et oui, il faut contextualiser, je précise qu'évidemment, j'apprécie énormément le travail de Caisse de Grève, que c'était du second degré, et que c'était très drôle, et que ça m'amusait d'être raillé par ce montage qui montrait mes défauts de langage, comme ils sont parfois d'ailleurs pointés par les internautes, et évidemment que j'essaye de les corriger, mais c'est très compliqué. Mise au point nécessaire quand on sait l'énorme abattage de Caisse de Grève c'est un travail formidable, sur les réseaux sociaux pour nous informer et aussi montrer la versatilité de nos politiques et de nos dirigeants. Absolument. C'est parti pour les tops. Oui, alors un top particulier, celui-ci, parce qu'il va à vous toutes et à vous tous. Vous êtes excessivement nombreux sur les réseaux sociaux, notamment, et sur YouTube, la chaîne YouTube du Média, où il y a toujours beaucoup de commentaires que j'essaye de regarder au maximum et de répondre parfois quand c'est nécessaire et quand je le peux. Et je voulais délivrer ce top à vous toutes et tous qui ne regardez plus la télévision. Et je vais vous conforter dans l'idée de ne plus regarder la télévision, enfin une certaine télévision, une certaine forme de télévision. Je vous laisse écouter cet extrait et voir écouter ce que vous ratez. Je vous dis que c'est les Français. Vous dites n'importe quoi, vous dites que la France c'est raciste. On peut pas laisser insulter la France comme ça. Mais d'où la France? C'est ma France. Donc on n'entend absolument rien, on ne comprend rien, c'est de la cacophonie et c'est comme ça H24 dans ces émissions. Et j'aimerais rebondir sur l'un des commentaires. Alors je suis désolé, je ne sais plus le nom, j'ai pas retrouvé le nom dans la forêt des commentaires, j'ai pas retrouvé le nom de cet internaute qui a posté un commentaire que j'ai trouvé absolument génial parce que c'est un très bon résumé. Il explique, donc c'est quelqu'un qui suit cette chronique de manière régulière, il explique qu'il aimerait acheter une télévision pour avoir le plaisir de ne plus la regarder. Et je trouve ça génial parce que je trouve que c'est un résumé par l'absurde, évidemment, volontairement. Et je trouve que c'est un très bon résumé de la situation dans laquelle se trouve un certain nombre de personnes, de Français, face à la télévision aujourd'hui, vu ce qu'elle est devenue. Et voilà. Et je pense que notre chronique aide à effectivement à être conforté dans cette idée qu'on n'est pas obligé de regarder la télévision, et notamment les chaînes d'information en continu. Et à présent, le top paradoxal, Moumou. Oui, alors c'est l'oncle, je rappelle, le top, il y a très peu de top malheureusement parce qu'on n'a pas de raison de se réjouir de manière évidente chaque semaine. Donc on a créé ce fameux top paradoxal. Et là, c'est une espèce de leçon de traitement de l'information qui nous est offerte, alors vous allez le voir, par Le Parisien. J'ai dû relire 2 fois ce titre parce que je ne l'ai pas compris. On ne peut pas mettre, si vous voulez, dans un titre, c'est une règle, hein, c'est comme ça, voilà, on ne peut pas mettre 2 informations dans un même titre. Et là, ils ont réussi l'exploit. Donc, nous avons évité le pire, entre guillemets. 2 points. Nabila passe 48 heures aux urgences après une violente chute à vélo de son fils. Et là, on ne comprend pas parce qu'on ne sait pas s'il parle du fils, de l'accident de vélo du fils, ou des 48 heures passées par Nabila. Vous mesurez l'importance de l'information, ceci dit. Hein. Et là, on comprend mieux quand on voit la photo, effectivement, qu'elle y est. Et on comprend peut-être que cette tenue estivale de Nabila a été le fer de lance pour
et donc que l'accident de ce pauvre gamin qui a fait une chute de vélo, comme le font beaucoup d'autres enfants, a été peut-être un prétexte pour le Parisien à mettre cette photo de Nabila et donc de venir obtenir du clic, je vais être très poli, mais obtenir du clic grâce à ce message et à cet article. Je trouve ça un petit peu dommage de la part du Parisien. Je pense qu'en ce moment, il y a un peu d'actu. Ils auraient pu peut-être hiérarchiser un peu l'information. Un autre top paradoxal, tu voulais nous parler de RIS. Oui, alors c'est beaucoup moins... Là, ça me fait un peu moins sourire. RIS ne se cache plus du tout. On sait qu'il a toujours fait le mélange des genres entre l'islam et l'islamisme, les musulmans et les islamistes, donc les terroristes et ainsi de suite, et qu'il n'est pas équipé, enfin, il n'a pas d'analyse politique et géopolitique ou théologique, je ne sais pas comment les appeler, mais il n'a pas, à ma connaissance, acquis comme ça de brevet pour pouvoir s'exprimer sur ces questions-là. Pourtant, il va le faire de nouveau, et là, il va le faire sur le plateau du Figaro, qui a développé un nouveau truc. Alors, on l'a vu déjà la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, un nouveau média, le Figaro, donc un truc hyper réac, avec un plateau, vous allez voir qui est sur le plateau, et vous allez vite comprendre. Il va développer une théorie qui me semble assez dangereuse, d'amalgame, qui me semble pas franchement très Charlie. Je vous laisse écouter. C'est plus facile je pense que ce soit le christianisme ou le judaïsme ou l'islam, c'est vrai que le rapport, je dirais, à la contrainte n'est pas exactement le même. Plutôt que de parler de violence, sans même parler d'islamisme ou d'actes de violence définitifs, quand je rencontrais Abou Souaï, qui est imam à la mosquée Al-Aqsa, pour lui, il n'y avait pas de discussion sur l'islam. Il n'y avait rien à discuter, c'était la religion parfaite. Oui. Donc là, on sentait qu'on est très vite, si on conteste quelque chose, on est au bord du blasphème. Ça vient très vite. C'est beaucoup plus facile de discuter avec le père du Brûlé, qui est beaucoup plus ouvert d'esprit. Donc c'est à ce niveau-là qu'on voit si le rapport de tension ou de violence peut arriver vite ou plus ou moins facilement. Donc c'est plutôt comme ça que je dirais les choses. Mais après, dans toutes les religions, vous trouvez toujours des extrémistes. Et à présent, un habitué, un de tes tops et de tes flops aussi, surtout de tes flops, donc Pascal Praud. Oui, Pascal, mon papounet. Il va... c'est bon pour le moral. Vraiment, ce qu'il a fait là, c'est exceptionnel. Il va parler du détournement donc, de fonds publics du RN, qui a été condamné en première instance, donc les fameux assistants parlementaires de l'Union européenne. Et il va nous remonter le moral en expliquant que finalement, c'est pas si grave que ça. Tout ça n'est pas très grave. Même l'exemple que vous citez, tout ça ne me choque pas beaucoup. Alors, si rien n'est grave, alors évidemment, ça, c'est vraiment pas grave. De l'argent du Parlement pour faire autre chose. Alors ça, c'est vraiment pas grave. Je vous assure, c'est vraiment pas grave que la vie politique soit payée ou financée, dans l'exemple que vous donnez, par le parti, parce qu'il travaille plus ou moins. Évidemment, c'est un ensemble de choses. Tout ça ne me paraît pas très grave. Vous savez, il y a quelqu'un qui a été condamné. Il y a des choses qui sont beaucoup plus graves dans notre société. Bon, on remercie Pascal Praud, c'est assez hallucinant. Lui qui, 364 jours par an, dénonce le laxisme de la justice, nous dit... voilà, cette infraction, cette sanction n'est pas méritée, c'est pas si grave en fait. Non, quand c'est le RN, ça peut passer. Et c'est parti pour les flops, Moumou. Alors, il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire, mais comme ça arrive assez régulièrement cette semaine, il y a eu cette affaire de la boulangerie de Strasbourg. Je ne sais pas si vous avez suivi. Évidemment. Oui, évidemment, je sais que le média en a parlé. Et donc, ça a été débunké, évidemment, le fait que, soi-disant, une boulangerie... Alors, c'est le rêve, ça. C'est pour des gens comme Aurore Berger, c'est le panard. Oui. Une boulangerie, enfin un commerce, n'importe lequel d'ailleurs, attaqué parce que le patron est juif et que c'est des antisémites. C'est du pain béni, j'ai envie de dire. Oui, c'est très bon, excellent. Je me la prends pour la semaine prochaine. Je la ressortirai, elle est très bien. Bravo. Non, mais oui, tu as raison, c'est du pain béni. Et là, il y a eu donc cette histoire de militants, manifestants pro-palestiniens qui respectent pour le coup le droit international et qui appellent au respect du droit international et qui vont se retrouver effectivement insultés par un pro-Likoud qui va se réfugier quasiment sur le perron de cette fameuse boulangerie, donc qui va être évidemment conspué, même si on ne souhaite pas d'affrontement, évidemment, au cours de manifestations. Enfin, il va être conspué et les images vont être transformées par des militants pro-palestiniens s'attaquent à une boulangerie
tenu par un Israélien, d'ailleurs, ça veut dire quoi, tenu par un Israélien, ça n'a pas de sens, tenu par quelqu'un, en tout cas, par un Français de confession juive présumée, ainsi de suite. En fait, pas du tout. Ça a été débunké complètement, sauf que Aurore Bergé, elle, a tweeté là-dessus, donc la ministre Aurore Bergé, une nouvelle fois, a refait quelque chose de complètement pourri, et a été soutenue dans son mensonge, ce nouveau mensonge par Elnet, dont on avait déjà parlé, donc le groupe de lobby pro-Likoud, pro-Netanyahou, qui fait faire des trajets en avion, qui paye l'hôtel à des parlementaires, à des ministres, à des politiques, à des influenceurs français pour promouvoir et vendre la politique de Netanyahou. Et donc elle va tout simplement tweeter là-dessus sans avoir aucun élément. Elle est ministre quand même, il ne faut pas déconner. Et donc on va le voir, on va le revoir peut-être. Elle va tweeter là-dessus sans aucun problème et elle va s'excuser une fois que ça a été débunké, alors par Le Parisien notamment, là c'est un exemple, mais elle va tweeter tranquillement en disant « Ah, je suis désolé si je vous ai induit en erreur, mais quand même, je pense que LFI... » Enfin bon, elle est dans le déni complet et ça pose un peu question, et notamment sur le rôle d'Elnet vis-à-vis de notre démocratie. Je pense qu'il y a un problème de permettre à Elnet de corrompre, je dis bien de corrompre, les élus, les parlementaires notamment, les ministres, et il faudra peut-être que cette question vienne sur le tapis, notamment à l'Assemblée nationale au niveau de la déontologue. Et sachant en plus que Aurore Bergé n'a pas supprimé son tweet initial trompeur, non, donc absolument. malgré des démentis nombreux et variés. Tu voulais nous parler d'une interview assez extraordinaire, parce que c'est peut-être l'une des pires interviews politiques de cette dernière semaine. Oui, elle est signée Mathieu Béliard. Elle est formidable parce que ça vient remplacer les fameux trucs d'Apolline de Malherbe et compagnie, alors qui se veut pugnace avec les opposants politiques, parce que ce sont des gens qui sont sur une ligne éditoriale très politique. Et lui va se retrouver face à Aymeric Caron. Alors quand on est, je le redis, mais quand on est face à Aymeric Caron, notamment, mais que c'est un peu comme avec Dominique de Villepin, on prépare quelques cartouches, quoi. On fait attention, on prépare l'interview. Et là, il va complètement se ramasser et poser des questions complètement débiles qui, en fait, laisseraient supposer que Aymeric Caron serait hyper partisan, voire même limite antisémite, sauf qu'il va tomber sur un os, puisque Aymeric Caron, qui est un ancien journaliste, je le rappelle, va le prendre à son propre jeu. Je vous laisse écouter. Aymeric Caron, vous comprenez quand même que la situation, elle s'inscrit aussi dans la suite de ce qui s'est passé le 7 octobre, et que c'est aussi... Je comprends pas ce que vous voulez dire. Vous voulez dire par là que... Pardon, non, j'ai pas terminé ma question. Je vous ai laissé terminer. Non, je ne dis pas que c'est arrivé ex nihilo, je ne dis pas que c'est arrivé de nulle part. Donc ce qui arrive aujourd'hui aux enfants palestiniens est justifié par le 7 octobre. C'est un échange. Enfin, on peut se poser des questions. Oui, mais je rebondis, je vous écoute précisément. Je ne dis pas que ça justifie quoi que ce soit. Je vous demande simplement que répondez-vous, je voudrais terminer ma question, à ceux qui vont vous dire que reconnaître un État palestinien aujourd'hui, c'est légitimer la barbarie du Hamas. Et en quoi ? En leur donnant finalement une victoire. Une victoire ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est vous qui me posez la question. Bon, on l'entend, c'est quand même extraordinaire de voir que selon la tête du client, il se comporte d'une certaine façon. Tu voulais nous parler d'un autre flop qui concerne la copine, l'amie, la pote de François Ruffin, Sarah Salman. Alors officiellement l'ancienne copine, puisqu'ils auraient rompu. Oui. Mais enfin, il l'a mise en avant de manière, je pense, un peu maladroite, et je le regrette profondément. Je l'avais déjà dit ici. Et là, elle va de nouveau, donc c'est elle qui conspue de manière régulière les salauds de pauvres, qui dit qu'elle prend 2 bains par jour et qu'elle emmerde l'écologie, et qui a pris fait et cause évidemment pour Netanyahou, enfin sa politique en tout cas, et le génocide en cours à Gaza. Et donc elle va là expliquer que quand on n'aime pas son travail, donc quand on fait grève, c'est un droit, le droit syndical français, c'est dans le droit du travail. Quand on fait grève de manière répétée, c'est-à-dire tous les ans, c'est pas complètement ouf non plus, mais quand on fait grève, alors qu'on défend le service public et qu'on défend son emploi et qu'on défend son salaire, son statut, écoutez comment elle va proposer le règlement de ce conflit. C'est toujours à Noël, menacer les fêtes de fin d'année, moi ça me rend dingue. Ils prennent les Français en otage parce qu'ils veulent que ça ait le plus de poids possible. Mais en réalité, quand vous êtes, pardonnez-moi, mais quand vous n'êtes pas content de vos conditions de travail à ce point-là, il y a un moment où vous changez de travail, vous arrêtez de faire grève tous les ans et de polluer la vie de millions de Français qui n'ont rien demandé. Je pense que quand vous n'êtes pas satisfait à ce point-là,
voilà, vous démissionnez. Donc tout simplement, elle propose que quand on n'est pas content de ses conditions de travail, on se casse. Un peu comme si, je sais pas, on disait à un chroniqueur du média qui est pas content, va faire ta chronique ailleurs. C'est complètement stupide. C'est plus que stupide en fait. C'est-à-dire que ça vient contrarier le droit du travail. Ça vient contrarier le droit syndical et c'est du ultra réac au dernier degré. Et je ne pige vraiment pas que Ruffin ait pu faire confiance à Salman, la mettre en vedette, même s'il y a des discussions sur le fait que ça a mis en valeur les gens qui travaillent dans des conditions difficiles et compagnie. N'empêche que ça lui a fait sa pub et je trouve ça vraiment très dommageable et je le regrette profondément. Et donc, on poursuit avec notre rubrique au microscope, le sujet qu'on analyse plus en profondeur. Et tu souhaites, Mourad, revenir sur un magazine qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, le fameux magazine d'extrême droite Frontières, qu'on a connu auparavant sous le nom de Livre Noir. Oui, absolument. Tu as employé le terme extrême droite. C'est d'une violence inouïe, mon cher Fabrice. Sacrilège. Absolument. Tu prends parti. Non, ils ont. Alors, ce qui s'est passé, on va le rappeler. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont produit un numéro en fait sur LFI. Bon, c'est leur droit total et absolu, mais qu'ils ont qualifié de parti de l'étranger. Alors déjà, parti de l'étranger, c'est quand même assez particulier. Ça rappelle une histoire, c'est une expression qui est longue dans l'histoire de France, dans l'histoire politique, l'histoire des médias, où on a qualifié comme ça... Parfois les Français de confession juive d'être des gens du parti de l'étranger. Alors, parti de l'étranger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, on ne travaille pas pour la France, on travaille contre la France pour un pays étranger, pour une force étrangère. Et donc, c'est déjà assez violent. Mais en plus, ils ont pointé les collaborateurs parlementaires des députés LFI en présentant, d'abord en les nommant, et puis en présentant le fait qu'ils seraient engagés politiquement. Bah oui. Quand on connaît, toi et moi, cher Fabrice, on connaît quelques parlementaires. On sait très bien que leurs attachés parlementaires, ou collaborateurs, on les appelle comme on veut, parlementaires sont évidemment engagés. D'ailleurs, beaucoup vont devenir députés le coup d'après. Mais évidemment qu'ils sont engagés politiquement, puisque sinon, c'est compliqué de ne pas adhérer au point de vue, on va dire, à l'analyse et au camp politique de son député si on y est opposé. Ça me semble étonnant. Donc, ce n'est pas la question. Simplement, ils ont pointé uniquement, donc ils n'ont donné aucune information précise, ils ont juste pointé et mis, ce qu'ils aiment bien dire, une cible dans le dos de ces fameux collaborateurs. Donc ces collaborateurs ont fait une manifestation pour dire stop, arrêtez de nous mettre en danger, et donc ils ont fait une manif anti-Frontières Médias. Regardez ce qui s'est passé, si vous ne l'avez pas vu, mais je pense que vous l'avez vu, ça tourne en boucle depuis au moins une semaine. Ça a commencé à prendre un peu de l'ampleur, comme on le voit là d'ailleurs sur ces images, quand Jean-Paul Lecoq, qui est député communiste, lui a commencé à m'empêcher de faire mon travail, c'est-à-dire à m'empêcher de filmer, prendre des photos, à essayer de pousser mon téléphone et sur un geste à manquer de me donner un coup, clairement. Et c'est pour ça que je lui ai dit, alors ça s'entend pas puisque c'est sur ces images-là, mais moi je l'ai filmé, où je lui ai dit en fait vous osez presque frapper une femme. Et ensuite, au-delà de ça, il y a aussi des femmes qui ont agi et qui m'ont plaqué contre le mur. Certaines images le montrent aussi. Je suis prête limite à tomber au niveau de la rambarde. Je suis complètement serrée contre le mur. Et donc c'était Claudia Rouault et une autre députée également qui, elle, je leur ai dit, vous me faites mal, madame, vous êtes en train de me faire mal. Et elle m'a dit, t'as qu'à dégager, dégage. Et c'était d'une violence extrême. Donc en fait, quand je disais surjouer, ils surjouent, mais ils ont surjoué à mort. Ils en ont fait des caisses et des caisses sur tous les médias Bololand, là, c'est-à dire CNews, Europe 1 et compagnie. Ils n'ont pas arrêté. C'était en boucle. La scène a nourri les plateaux. Ah oui, complètement. Et cette fameuse Louise Maurice, là, cette jeune journaliste qu'ils ont envoyée de manière consciente, ils savaient très bien ce qu'allait se passer, ils l'ont envoyée faire de la provocation avec son téléphone mobile cellulaire de type GSM. C'était évidemment pour filmer et montrer qu'elle filmait et faire comprendre aux attachés parlementaires que ça allait être balancé sur les réseaux sociaux, qu'on allait voir leur visage, qu'ils allaient mettre peut-être potentiellement leur nom. Et donc, elle va faire le tour des plateaux et à chaque fois, ça va monter d'un cran. J'ai été violenté, presque giflé, poussé, jeté par-dessus la balustrade. Quand même, je vous invite à aller voir toutes les vidéos que vous pouvez, même y compris sur le site de Frontières,
sans trop cliquer quand même. Mais allez voir toutes les vidéos. Je vous demande juste, s'il vous plaît, de comparer avec ce qu'a subi un journaliste de quotidien lorsqu'il a posé une question à la patronne de l'époque du Rassemblement national, Marine Le Pen. Regardez. Madame Le Pen, bonjour. Est-ce que votre garde du corps a vraiment été votre assistant parlementaire ou est-ce que c'était... Non mais lâchez-moi. Mais lâchez-moi enfin. Mais oh, lâchez-moi. Mais vous savez pas ou quoi? Mais lâchez-moi. Ça va pas, lâchez-moi immédiatement enfin. Mais vous êtes complètement malade. Je suis accrédité, vous pouvez pas m'empêcher de poser une question à Marine Le Pen. Mais lâchez-moi. Putain, mais vous êtes en train de faire une erreur comme... Lâchez-moi. Alors on le voit, on est très loin de cette prétendue agression de frontières parce que les journalistes de quotidien se font clairement molester. Ah oui, tout à fait. Là, c'est pas de l'à peu près, c'est pas du sentiment, c'est pas on va mettre 25 vidéos pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Là, c'est clair et net, le mec se fait jeter comme un voyou, comme une racaille, comme un élu européen du Rassemblement national condamné pour détournement de fonds. Donc je trouve ça absolument extraordinaire. D'autant qu'à l'époque, il n'y a pas eu de mobilisation comme là et de reprise sur les plateaux. De et pour cause. Et oui, pour cause, c'est pas leur camp. Bien évidemment, sachant que je suis très critique régulièrement ici sur ce plateau, je suis critique de ce qui se passe chez Quotidien. Là, force est de constater que je ne peux être que solidaire évidemment avec ce qui s'est passé et avec ce qu'a subi notre confrère. Alors, parallèlement à ce numéro formidable, avec un Jean-Luc Mélenchon en une, et avec une photo choisie où vraiment il apparaît comme... les yeux exorbités. Oui. Ils sont extraordinaires, mais pas militants du tout. Il y a eu une cartographie qui a été faite de la gauche radicale, et donc on retrouve dedans des associations, donc des ONG, enfin on en a parlé la semaine dernière un peu, mais on retrouve toute une série d'orgas, de personnalités. On retrouve par exemple Dieudonné, Soral, classés à l'extrême gauche, à l'extrême gauche ou à la gauche radicale. C'est tout ça parce qu'ils sont antisémites et que donc comme ils sont antisémites, il s'en passe des choses là-haut chez eux. Hein. Comme ils sont antisémites, bah forcément voilà. Et notre ami que nous avions reçu il y a quelque temps, le Foualier, y a consacré l'une de ses chroniques. Je vous laisse regarder un extrait pour bien comprendre ce qui se passe. Prenons par exemple les néo-féministes. Alors, vous savez ce que c'est le néo-féminisme ? Le grand discours de l'extrême droite, pour ne pas paraître trop bigot, c'est de dire, nous, ce qui nous gêne, c'est pas le féminisme, nous, ce qui nous gêne, c'est le néo-féminisme. À l'époque, les femmes, elles avaient raison de lutter pour leurs droits, mais aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de droits fondamentaux. Allez voir en Iran, en Afghanistan, blabla, vous connaissez ça par cœur. Regardez la vidéo des dossiers du Foualier qui sort le 15 avril, elle est précisément sur ce sujet. Et parmi les néo-féministes, ils ont osé mettre le mouvement de libération des femmes, le MLF. Le MLF, enfin, je veux dire... C'est invraisemblable de dire ça, c'est un courant qui est né à la toute fin des années 60, de militantes qui étaient marxistes à la base, certaines militantes étaient marxistes, et c'est littéralement la première vague du féminisme, d'accord ? C'est-à-dire le féminisme pour les droits reproductifs. Et il les classe dans les néo-féministes. Et c'est une plaisanterie, vraiment c'est invraisemblable, c'est-à-dire qu'en réalité, on voit la pensée de l'extrême droite, même le MLF en fait. Même le MLF, il les déteste. Donc quand ils essayent de nous entuber, de nous enfumer sur les réseaux sociaux en nous disant « Mais non, nous le féminisme, on est pour, c'est important, l'égalité entre les femmes et les hommes. » Mais elles l'ont déjà. Hein, le féminisme avant, c'était bien, c'était important. Et bien en réalité, quand on rentre à l'intérieur de leur tête, on voit qu'ils mettent le MLF parmi. Et donc le Foualier va prendre l'exemple de... alors, il y a les néo-féministes là. Le néo-féminisme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des femmes qui refusent de torcher le cul des gamins, juste après avoir fait la bouffe pour le mari le soir, après avoir passé le balai, étendu une lessive. Ces femmes-là sont des néo-féministes. Et puis en plus, si elles veulent bosser, alors là, c'est encore plus extraordinaire, et voire même avoir un compte en banque en solo, eh ben, ils vont mettre le MLF, le mouvement de libération des femmes, dans les néo-féministes, un mouvement qui date des années 60-70, enfin 70 en l'occurrence, et qui a permis l'obtention de droits fondamentaux pour les femmes. Donc ça veut dire que très concrètement, ils reconnaissent que pour eux, les droits obtenus pour les femmes ne sont pas des droits légitimes, puisque c'est obtenu par des gauchistes néo-féministes, ce qui est complètement débile. Et même le MLF, je ne sais même pas d'ailleurs si ça existe encore formellement, je veux dire. Donc ils arrivent à faire des choses comme ça, qui fait de cette cartographie quelque chose de complètement abscon. Alors, il y a plein d'élus qui sont venus d'élus et de journalistes d'ailleurs, qui sont venus à la rescousse, hein, donc des élus du RN évidemment,
montrant que Frontière n'était pas forcément à l'extrême gauche de la gauche. Et il va y avoir un argumentaire, donc des éléments de langage en carton. Alors on va voir celui, par exemple, de notre confrère Tabar, donc du Figaro, qui, lui, va prendre fait et cause et va ressortir le même élément de langage récurrent, à savoir, je vous lis son message, quand des journalistes de gauche fouillent le passé d'un élu ou d'un collaborateur du Rassemblement national, c'est de l'investigation, entre guillemets. Quand des journalistes de droite le font sur la gauche radicale, c'est de la dénonciation. Bah oui. Alors je lis d'autant plus tranquillement que j'en fais partie de ces fameux gauchards qui fouillent effectivement les profils des élus, des candidats, des collaborateurs du Rassemblement national notamment, parce que on ne sort des infos que s'il y a, par exemple, apologie du nazisme ou d'extermination ou de révisionnisme. Exactement. On ne sort ces infos que s'il y a un délit. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de Frontière. Ils n'ont pas avéré de délit. Donc c'était bien une mise de cible dans le... Je déteste cette expression. Mais une mise de cible dans le dos pour ses collaborateurs et collaboratrices de parlementaires. Donc quelque chose de pas forcément excessivement sain. Alors la question de fond, évidemment, qu'on s'est posé dès le départ, c'était qu'est-ce qu'une presse d'extrême droite? Alors c'est posé par un journaliste de CNews, il fait bien de la poser, il la pose à Éric Coquerel. Écoutez la réponse d'Éric Coquerel, je la trouve très intéressante. Je parlais de presse d'extrême droite. Donc vous avez... c'est pas non plus... Qui est presse d'extrême droite? CNews quand même. Ah non, CNews, c'est pas du tout une chaîne d'extrême droite. C'est votre point de vue. C'est votre point de vue, monsieur Coquerel. C'est pas un point de vue. Votre ligne éditoriale. Non. L'extrême droite ne veut pas dire... Vous pouvez pas dire que CNews est une chaîne d'extrême droite alors que vous êtes invité. La semaine dernière, on s'en parlait pendant la publicité. J'étais avec Manon Aubry. Votre point de vue, votre point de vue, changez-en, on a le droit d'en changer. Écoutez, changer de ligne éditoriale. La semaine dernière, à la même heure, il y avait Manon Aubry. Vous êtes là et depuis 10 minutes à en parler. D'accord, mais allez-y, je vous en prie. Vous pouvez à un moment donné avoir des lignes éditoriales d'extrême droite et vous savez très bien qu'on a aussi décidé de ne plus venir dans les débats et de venir uniquement dans les matinales pour ces raisons-là. Et merci d'ailleurs d'être là et donc, de donner votre... Disons qu'il y a des tranches dans CNews qui véhiculent beaucoup d'idées d'extrême droite et en tout cas du camp le plus extrême. Sur le droit de la presse à l'Assemblée. Et au passage, Éric Coquerel nous apprend, pas, je le savais, mais nous apprend quand même qu'il y a eu une décision collective de la part alors je pense du NFP, des élus du NFP, en tout cas des LFI, de ne plus venir au débat sur ces chaînes, les chaînes qu'on appelle Mille Collines, et par contre d'accepter les invitations de ces chaînes le matin, dans les matinales et compagnie, mais ce qui n'enlève pas le fait, enfin leur présence n'enlève pas du tout le fait que ça reste des chaînes avec une ligne éditoriale, comme le dit très bien Éric Coquerel, d'extrême droite. Il faudrait, ils ont été condamnés pour ça d'ailleurs, il faudrait juste qu'ils commencent peut-être par l'assumer. Alors, tu voulais faire un clin d'œil à un sacré journaliste, Momo. Oui, je l'adore. Alors, il s'appelle Yohann Usaï. Il est en train de vivre, lui aussi, son heure de gloire, parce qu'il a été taclé par Émeric Caron et puis par d'autres internautes, députés, et ainsi de suite, sur sa manière, effectivement, à la fois de défendre ça et puis de traiter l'actualité, de défendre donc Frontière et puis de traiter l'actualité en général. Et donc, ce grand journaliste, d'ailleurs, je me pose la question, et je te pose la question, mon cher Fabrice. D'où ils sortent tous ces jeunes journalistes d'extrême droite, là, enfin tous ces jeunes militants d'extrême droite des chaînes bollorisées? Je ne sais pas. Je me demande s'il n'y a pas une espèce de ferme Mille Collines dans le Var ou en Ardèche, tu vois, où ils les élèvent. Parce que mais sérieusement, je ne sais pas d'où ils viennent. Je ne sais pas s'ils ont fait des écoles de journalisme. Je ne pense pas. Quand bien même ils l'auraient fait, je ne piche pas parce qu'ils sont quand même très nombreux. Puis ils sont interchangeables. Hein. Ils vont de CNews à Europe 1. Tu les retrouves pas. Oui, exactement. Ils ont le même profil, le même âge. Et le même attrait pour le bad buzz, pour la phrase provocatrice. Et puis aussi pour la victimisation, pour la mise en avant, l'autopromotion, et ainsi de suite. Je ne sais pas d'où ils viennent, on verra. Je ferai des recherches sur cette potentielle ferme Mille Collines, mais enfin, on n'en est pas là. Donc voilà ce qu'il dit de lui. Le mec, il parle de lui. Hein. De lui-même. Il dit de lui-même qu'il est génial. Écoutez cet extrait, c'est formidable. Je me dis, finalement, je suis fiché par la France Insoumise. Parce que je fais mon travail, je suis fiché par la France Insoumise. C'est-à-dire que j'imagine qu'ils ont listé tous les propos que j'ai pu tenir sur eux. Voilà, ils ont fait un petit document sur moi en disant tel jour, monsieur Usaï a dit ça sur la France Insoumise. Mais je note qu'ils n'ont jamais déposé plainte contre moi. Pas une fois.
Pas une fois, parce qu'ils savent pertinemment que je fais mon travail correctement. Je suis un journaliste et quand je dis quelque chose, mes propos s'appuient systématiquement sur des faits. Donc ce que je dis est véridique et incontestable. Donc je prends le pari, M. Caron ne déposera pas plainte et s'il déposait plainte, évidemment, je suis absolument convaincu de gagner. Néanmoins, je veux lui dire et je veux dire aux membres de la France Insoumise que malgré leurs menaces, malgré leurs intimidations, je continuerai à faire mon travail de journaliste. Mais à contrario, voilà ce qui s'est passé il y a quelque temps. Alors on l'a déjà vu dans cette chronique, mais je voulais juste vous montrer ce petit extrait. C'est signé Yann Brossa qui va lui donner une véritable leçon de journalisme. Écoutez, c'est très drôle. Candidat du Rassemblement national qui rend hommage au maréchal Pétain, moi, peut-être, je n'en sais rien. Mais moi je sais. Mais je pourrais. D'ailleurs, vous pouvez vérifier si vous faites votre travail de journaliste. Il s'agit de Madame Françoise Billot qui est candidate dans les Côtes-d'Armor. Et non seulement elle rend hommage au maréchal Pétain, mais elle rend aussi hommage à un prêtre collaborationniste qui s'appelait Jean-Marie Perrault. Vous voyez, donc 2 pour le prix d'1. Et pour terminer, Moumou, tu voulais partager avec nous un coup de cœur pour terminer cette émission. Et il y en aura 2 pour le prix d'1. Allez. Il y a une série de France Télévisions qui consacre George Sand, qui, je pense, va très bien marcher. J'ai vu un extrait, donc c'était lundi soir. J'ai vu un épisode. Et ça m'a fait évidemment penser à cet excellent livre de Jean-Claude Sandrier. Jean-Claude Sandrier, c'est un ancien député communiste du Cher. Le Cher dont est originaire George Sand et qui est un spécialiste de cette grande écrivaine et qui a écrit, donc George Sand, Le Parti du peuple. Et il va, de manière très documentée, expliquer qu'en fait, parce qu'on retient de George Sand quoi ? Ses écrits, évidemment, très nombreux. On retient son pantalon et son cigare et son chapeau de forme. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le côté chien dans un jeu de quilles face au masculinisme du 19e siècle. Il y a autre chose qui est beaucoup plus intéressant, je pense. Donc c'est pas, il écrit que c'est pas la bonne dame de Nohant, la brave femme qui parle et qui aime son personnel de maison, ses gens. Ça montre que elle est cofondatrice déjà du journal La Cause du Peuple et que elle va développer quelque chose qui est de l'ordre du post-révolutionnaire, qui est de l'ordre du féminisme évidemment, et qu'elle va avoir une fibre, elle va développer une fibre sociale, une fibre politique progressiste, bien au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir et de lire. Alors je vais attendre évidemment de voir cette série jusqu'au bout pour voir si elle en parle de manière assez pertinente, mais en tout état de cause, vraiment, je vous conseille sur ces questions-là d'éducation, de société sans classe, comme le précise Jean-Claude Sandrier, de vous procurer ce livre qui a rencontré vraiment un très grand succès. Jean-Claude Sandrier, George Sand, Le Parti du peuple, et c'est aux éditions Bouille-Notre, je vous le conseille très vivement. Autre chose, donc, oui. Alors là, c'est de la musique. Que dans mon petit tour de France des internautes de l'œil de Moumou, j'ai rencontré Mostafa El Arfi, qui est instrumentiste, musicien. Et donc Mostafa est un joueur de oud et qui produit des choses absolument magnifiques. Alors c'est arabo-andalou. Le oud, pour préciser, c'est la guitare. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Qu'on voit sur l'écran. Et c'est absolument magnifique. Je m'y attendais pas parce que je pensais que c'était quelque chose de plutôt rythmé et en fait non, c'est très posé, c'est très ça ressemble à du FIP, à des moments que j'adore, notamment sur France Musique, et j'ai trouvé ça vraiment formidable. J'espère que ça va être réédité, que vous avez le pouvoir vous le procurer, parce que ça date d'avril 2015, mais c'est toujours pour moi d'une qualité absolument exceptionnelle et ça vaut largement le coup d'être dégusté. Donc ça s'appelle Rivage avec un S et c'est signé Mostafa El Arfi. Je vous invite à l'écouter, bien évidemment. Et on termine véritablement cette fois-ci avec les remerciements, Momo. Alors oui, les premiers remerciements vont aller à Laurent de Montreuil. Donc
c'est incroyable Montreuil pour ça, c'est un nid d'internautes qui nous suivent fidèlement. Donc Laurent de Montreuil, que j'ai croisé pas loin du studio, Léo d'Aix en Provence, Loumou Telg et son fils également, et Abderrahman qui nous suit très fidèlement, qui m'a envoyé un message absolument adorable et qui nous suit d'Ottawa, quand même, outre-Atlantique, hein, de nouveau, c'est quand même assez impressionnant. Et alors, vous êtes, comme je le disais la semaine dernière, j'avais présenté des excuses en disant que j'avais beaucoup de messages et que j'avais du retard de correspondance et que vraiment c'était pas bien. Donc je vais corriger ça. Mais vous êtes très nombreux, alors notamment sur Messenger à m'écrire. Donc je voulais vous saluer. Je voulais saluer Amoudi, Guillaume, Sophie, Gabriel, Jocelyn, Léo, Christophe de nouveau, Alter, ALTA hier, Étienne, Luc, Maxime, Nina, Emmanuel, Guillaume, enfin voilà, Laurent, Nicolas, vous êtes très très nombreux, Kamel également, Pierrette de nouveau, Denis et d'autres. Vous êtes très nombreux à nous écrire et vraiment je vous remercie pour votre fidélité, c'est extrêmement touchant et je vous dis évidemment à très bientôt. Merci à toutes ces personnes et merci à toi Moumou et merci à vous d'avoir regardé l'œil de Moumou sur la chaîne YouTube du média, sur notre site internet ou encore sur le canal 165 de la Freebox. On rappelle que le média, votre média, ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez sur le site internet lemediatv.fr/soutien et donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias.